Eh ben, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre participation aujourd'hui. On est ravis de faire ce premier webinaire de 2026. Je me présente rapidement. Je suis Laura Pecot, directrice conseil chez Auréa. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc Auréa, c'est une agence de transformation digitale. On accompagne les marques, on accompagne leurs dirigeants afin de répondre aux enjeux de transformation du commerce de demain, parce que vous l'avez bien compris, les choses bougent beaucoup en ce moment. Et on accompagne des marques comme Nespresso, BNP Paribas, Bollinger, Campari Group, Chanel et plein d'autres dans leur enjeu du commerce de demain. Donc, je suis accompagnée de Maxence, Lydia chez Auréa et de Mathieu qui est fondateur d'Adaptive AI. Bonjour, très heureux d'être avec vous ce matin. Adaptive AI, c'est une société technologique qui fait des plateformes d'agents IA sur les sujets du commerce, du marketing, etc. Et un des produits dont on va vous montrer un certain nombre d'outcomes aujourd'hui sont dans ce domaine-là, vous allez voir, sur le GEO, et on a un partenariat très fort avec Auréa. On est ensemble main dans la main pour apporter de la technologie dans nos sujets de commerce. Merci Mathieu, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, depuis, on va dire 1 an et demi, 2 ans, on a vraiment une question qui revient très régulièrement dans les discussions qu'on peut avoir avec les dirigeants, avec nos clients. C'est comment prendre ma place dans le commerce de demain. Donc, je vais vous poser juste 2 petites questions avant de commencer. Vous pouvez juste y répondre en levant la main. Vous n'êtes pas obligé de prendre la parole, hein, mais qui parmi vous utilise ChatGPT régulièrement, que ce soit en pro ou en perso? Ok, super. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Et ben, donc, on est clairement en fait dans les early adopters, hein, bon, alors Claude aussi, Cédric, en effet, c'est ChatGPT, c'est Perplexity, c'est Gemini, Mistral, vous avez tout à fait raison. Et en fait, vous correspondez en fait aux 10% de la population mondiale qui utilise les LLM aujourd'hui. Et parmi vous, en fait, qui a déjà utilisé, donc on va dire un LLM pour chercher un produit ou demander une recommandation produit? Ok, Romain, Evelyne, Stéphane, Laurent. Ok, donc c'est ça, on est à peu, ça continue, très bien, parfait. Et donc là, je pense que ça nous montre, voilà, on est un certain nombre, hein, et ça nous montre qu'en fait, c'est plus forcément un usage gadget, en fait, d'aller demander une recommandation dans LLM. On est déjà, en fait, dans les transformations du parcours d'achat. Et donc, c'est parfait, ça montre bien les chiffres qu'on va vous illustrer. Parce que, voilà, les choses sont clairement en train de bouger. Donc, depuis 20 ans, en fait, le commerce digital reposait sur une mécanique qui était très simple et qu'on connaît parfaitement sur le bout des doigts. Donc, les consommateurs recherchaient sur Google, ils avaient donc leur liste de liens qui s'affichait avec un nombre incalculable de pages. Ils découvraient les marques via cette liste de liens et ensuite, ils arrivaient sur votre site et ils achetaient. Mais depuis l'arrivée des LLM, eh ben, ce parcours est complètement en train de se fragmenter. Donc, j'aime bien cette slide parce qu'elle est assez visuelle. On voit bien en fait le modèle traditionnel donc d'avant qui était très linéaire. On avait la découverte, la recherche et l'achat qui se faisaient principalement sur votre site. Et puis, on a aujourd'hui ce qui commence à changer et on voit qu'en fait, ça part un peu dans tous les sens et que la découverte, elle peut se faire dans une IA, la comparaison, elle peut se faire sur une app, sur une marketplace et l'achat complètement ailleurs. Donc, en fait, en d'autres termes, on peut se dire que vous, marque e-commerçant, vous ne contrôlez plus le point d'entrée du commerce. Et en fait, les consommateurs ne cherchent plus seulement un produit, ils vont demander conseil à ces IA. Et l'IA, elle n'a jamais donné des simples liens, elle va demander des recommandations qui vont se baser sur vos données personnelles
et qui va vous permettre en fait d'avoir une réponse extrêmement personnalisée au plus proche en fait de vos attentes, de vos modes d'usage, de vos modes de consommation. Et donc, quand une IA va recommander un produit, en fait, elle ne cite généralement que 3-4 marques. Là, on le voit sur l'exemple pour un hydratant pour les peaux mixtes. Et donc, c'est complètement différent de ce que faisait Google avant, où on avait donc notre liste de liens. Et les choses continuent d'évoluer, puisqu'on le voit, en fait, qu'il y a 60% maintenant des recherches Google qui ne génèrent plus de clics. Et ça va pas aller en s'améliorant, puisque Google a lancé il y a quelque temps déjà les AI Overview. Alors, c'est dispo partout dans le monde, sauf en France, en Turquie et en Corée, je crois. Mais on y croit, ça va pas tarder à arriver chez nous. Et donc, au final, ça entraîne un comportement qui est drastiquement différent de ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que les utilisateurs lisent la réponse qui est poussée par Gemini tout en haut de la page. Et en fait, ils n'arrivent jamais sur votre site. Et donc, vous n'avez plus de visite, vous n'avez plus de conversion. Les ventes peuvent se faire ailleurs ou pas du tout d'ailleurs. Donc, le vrai sujet maintenant, c'est qu'il faut se positionner donc dans les réponses. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui, ça s'appelle le GEO. Si on revient sur quelques chiffres et si on prend un petit peu de hauteur, en fait, on voit que le commerce en fait est complètement en train de changer. Il sera plus jamais comme avant. Ce changement n'est pas hypothétique. On a encore peut-être quelques sceptiques, mais il est vraiment concret. Il est en train de se produire. Là, on le voit avec l'étude de Gartner qui estime que l'agentic commerce. Alors, quand on dit agentic commerce, on entend par là du business généré par une IA directement ou via un trafic issu des IA. Et donc, Gartner estime que l'agentic commerce pourrait générer plus de 1 trillion de dollars dans le retail américain uniquement d'ici 2030. Donc, 2030, c'est demain. Et quand on regarde Amazon, ils ont lancé donc l'assistant IA Rufus, qui génère d'ores et déjà plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires additionnel. Et l'utilisation est quand même très, très optimisée puisqu'en fait, ça augmente la probabilité d'achat de 60%. Donc, Rufus n'est pas encore en France. Comme les AI Overview, décidément, on n'a pas beaucoup de chance sur ce point-là. Mais clairement, le modèle est là et les usages, en fait, sont en train de changer. Les usages arrivent. Et surtout, les règles du jeu sont en train de se poser en fait maintenant, et c'est maintenant qu'il faut changer et mettre en place des choses. Alors, je vois qu'on a déjà quelques questions. Jessica, tu as ta main levée. Alors, est-ce que c'est une question ou Ça doit être une erreur. Comment j'ai fait pour lever ma main? Hop, je l'enlève. C'est bon. Ok. Donc, c'est les mains levées de tout à l'heure. Mais surtout, n'hésitez pas, je n'ai pas fait cette petite précision, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous propose là de rebaisser les mains si c'était encore levé. Et donc, par exemple, Stéphanie, est-ce que vous aviez une question? Est-ce que la main est toujours levée? Non, c'est pareil, une erreur de main toujours levée. Il faut que je baisse la main. Merci. Très bien. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Et je reprends la suite. Donc, on le voit, les consommateurs donc, utilisent les outils de LLM et c'est déjà pour acheter. Et en fait, c'est déjà un mode d'utilisation, un mode d'usage qui est complètement adopté. On en parlait tout à l'heure, 10% de la population mondiale utilise ChatGPT. Et là, donc, dans cette étude d'Adobe, on voit qu'en fait, les personnes qui ont été interviewées, une personne sur deux utilise l'IA pour rechercher des produits. 47% pour obtenir des recommandations, donc demander l'avis de l'IA, et 35% pour découvrir des produits nouveaux. Donc, autrement dit, les décisions d'achat commencent de plus en plus dans l'IA. Et ce qui est très intéressant, et ça, je vais laisser la parole à Mathieu, c'est que l'IA générative, en fait, est même source de confiance. Oui, on a fait une étude avec Harris, donc qui fait partie du groupe de Toluna, en novembre et dans 7 pays européens. Et on s'est rendu compte d'un phénomène assez puissant, c'est-à-dire qu'au-delà d'un usage important des LLM dans la décision d'achat, on a un point clé qui est la confiance.
c'est qu'on sait tous, on est des utilisateurs, vous avez levé la main tout à l'heure, plutôt experts des chatbots, on sait qu'il y a des hallucinations, on sait que tout n'est pas parfait, mais le taux de confiance des Français, il est à 89% dans les réponses des chatbots. C'est-à-dire que vraiment, ils ne mettent pas en doute. À 31%, ils disent qu'ils utilisent déjà l'IA pour aider dans leur décision d'achat sur ces top 3 d'usage qu'on voit à droite, dont la comparaison de prix, l'identification de produits, etc. Mais ce qui nous a interpellés particulièrement, c'est cette confiance. C'est-à-dire que, on le verra après, hein, il y a de plus en plus de trafic très qualifié qui arrive sur les sites, on comprend pourquoi. C'est-à-dire que les gens sont très, très, très convaincus par ce qu'ils lisent. Merci Mathieu. En effet, c'est flagrant et ça illustre très bien en fait ces modes d'usage qui sont en train d'évoluer. Et une autre perspective qui est d'ailleurs très intéressante aussi dans ces changements de comportement, c'est que on le voit, les visiteurs qui proviennent en fait des IA convertissent et convertissent très bien. C'est-à-dire que le trafic qui est envoyé par les LLM est un trafic à forte intention avec des niveaux d'engagement qui vont être plutôt très élevés. Donc, autrement dit, les visiteurs qui arrivent via une recommandation d'IA vont passer plus de temps sur votre site, vont regarder plus de pages, vont consulter davantage de contenu et montrent une intention d'achat qui est très claire. Là, c'est un chiffre qui vient d'Adobe Digital Insights et qui dit qu'en fait, les visiteurs qui viennent d'IA convertissent 31% mieux que les autres sources et génèrent même un revenu par visite jusqu'à 254% plus élevé. Donc, c'est juste énorme. Alors, la raison, en fait, elle est plutôt simple hein, si on réfléchit. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisateur qui va arriver sur votre site aura déjà fait ses recherches dans l'IA, donc aura déjà, en fait, eu les recommandations de l'IA, qui aura comparé, qui aura filtré, qui aura fait son petit benchmark. Et en fait, l'utilisateur sera déjà prêt à sortir sa carte bleue et à acheter. Donc, votre site devient un lieu plutôt de validation, de transaction, et c'est plus seulement un site de découverte. Et donc, la conversion peut être quasi immédiate. Donc, si vous n'êtes pas cité dans les IA, en fait, c'est là où vos concurrents prennent votre place et où vous pouvez ne pas être considéré. Et les marques, en fait, qui peuvent gagner dans le futur proche, en fait, c'est celles qui réussiront à être recommandées dès cette phase de découverte et par la suite, qui offriront une expérience fluide une fois que l'utilisateur arrivera sur leur site. C'est-à-dire que les modes d'usage sont tels que si vous arrivez à driver les trafics du LLM sur votre site qui est très engagé, il faut que le parcours soit complètement sans couture, qu'il n'y ait aucune friction sur votre site, avec une optimisation de votre tunnel de paiement, une expérience de votre site, de votre contenu, qui soit impeccable pour garder en fait cette conversion. Et donc c'est pour cela en fait que la visibilité dans les réponses est devenue dans les réponses des LLM est vraiment cruciale. C'est-à-dire que si vous n'apparaissez pas lorsque les utilisateurs font les recherches, vous n'êtes tout simplement pas dans cet ensemble de considérations. Et c'est vraiment là en fait que se trouve cette opportunité. Car donc aujourd'hui en fait nous on a cette conviction qui est que le futur du commerce, il sera agentique, que vous, marques et e-commerçants, vous devez vous y préparer dès aujourd'hui. À date, les IA recommandent, mais demain, elles vont exécuter des transactions, soit d'agent à agent, soit prendre votre place en tant qu'utilisateur et le faire à votre place. Et donc, les LLM, ce seront plus seulement des moteurs de recommandation, ce sera plus seulement de la découverte, ce sera vraiment des agents transactionnels. Donc ça, c'est même déjà, on n'est pas dans Minority Report, hein, c'est déjà quelque chose qui existe. OpenAI a lancé cette initiative en septembre 2025, donc disponible aux US. C'est donc un checkout directement dans la conversation ChatGPT. Ça s'appelle Instant Checkout et ça permet d'acheter un produit sans quitter la conversation. Alors, j'avais la petite vidéo, pardon, hop, je la lance en même temps, vous pouvez regarder. Je coupe le son. Voilà. Et donc ça, comme je le disais, c'est une fonctionnalité qui est disponible uniquement aux États-Unis. Et alors, ce qui est très intéressant, et ça, c'est nouveau d'il y a quelques jours à peine, c'est-à-dire qu'en fait, OpenAI a annoncé vouloir ralentir le déploiement de ce modèle
ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait des difficultés de gestion de la fraude, de régulation de la collecte des taxes, etc. Bon, c'est pas pour rien que les e-commerçants ont creusé le sujet depuis 20 ans. C'est vrai qu'OpenAI qui arrive soudainement et qui veut mettre en place le tunnel d'achat dans ses parcours, c'est pas évident. Donc, ils se sont heurtés à certaines difficultés et surtout, en fait, ils voient que pour l'instant, en fait, les early adopters, ont pas énormément de confiance dans le fait d'acheter directement dans les IA. On l'a vu hein, sur les recommandations, ça c'est flagrant, les recommandations de produits, mais le fait d'aller donner sa carte bleue, on n'y est pas encore. Donc, ce qui ressort de ça, c'est que ça ne change rien à la transformation qu'on est en train de vivre. C'est quelque chose qui n'arrivera peut-être pas cette année en 2026, qui arrivera certainement un petit peu plus tard. Mais une chose est sûre, c'est que les décisions d'achat se prennent déjà dans les IA. Alors, comment on peut, en tant que marchand, en tant que e-commerçant, se préparer à cette révolution? Et donc, déjà, il y a une chose à savoir et à comprendre avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et que je laisse la parole à Maxence. C'est que lorsqu'un LLM doit décider, doit répondre à la question qu'un utilisateur va lui poser, par exemple, quel hydratant recommandé par une peau sèche, en fait, il va se baser sur les informations auxquelles il peut accéder et surtout qu'il va comprendre. Et c'est là où, en fait, c'est très important parce que si vos pages produits manquent de détails ou si vous avez des avis clients, en fait, qui sont inexistants ou qui sont trop vagues, qui sont trop génériques, ou si le positionnement de votre marque, en fait, est un petit peu flou et que l'IA ne la comprend pas très bien, eh ben, elle va tout simplement pas vous recommander, elle va pas pouvoir vous pousser avec confiance à l'utilisateur. Et donc, c'est pour ça que les marques qui réussissent aujourd'hui dans la découverte via l'IA, ce sont celles qui vont faciliter en fait le travail des LLM et qui vont leur permettre de comprendre entièrement la marque, d'avoir toutes les informations nécessaires et de retransmettre cette information, d'expliquer clairement à l'utilisateur pourquoi ce produit-là constitue le meilleur choix. Et donc, c'est précisément le rôle du GEO, le Generative Engine Optimization. Donc, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Je passe la parole à Maxence. Merci beaucoup. Donc, ce que effectivement je vais vous faire comprendre et ce que Laura a dit un peu juste avant, ce qui est important de comprendre ici, c'est que les moteurs d'intelligence artificielle, ils peuvent ne pas juger la qualité réelle d'une expertise telle qu'elle peut être vécue par vos clients sur le terrain. Ils vont juger uniquement ce qu'ils sont capables de comprendre, de structurer et de citer. Et c'est là où le GEO intervient. On vous a mis un petit exemple ici pour que je puisse vous expliquer un peu mieux, donc de Nelta, qui est un cabinet de conseil pour lequel on a travaillé. Et quand on a réalisé l'audit initial de Nelta, le constat il était très clair. Il y avait quasiment aucune présence dans les réponses générées, zéro mention dans le ChatGPT et dans le Gemini. Il y avait seulement quelques mentions, donc 4 mentions marginales sur Perplexity et Copilot. Déjà, ce point, il est assez critique parce qu'il faut savoir que ChatGPT et Gemini, aujourd'hui, ils représentent environ 80% des usages des IA génératives aujourd'hui. Donc, concrètement, que Nelta ou que n'importe quelle autre marque soit quasiment invisible là où les décisions commencent à se faire, c'était vraiment le point critique d'entrée. Ce qui est aussi hyper intéressant à voir et ce qu'on a pu élaborer, notamment dans ce cas que je vous présente juste ici, c'est la lecture concurrentielle. Aujourd'hui, les acteurs qui ressortaient, c'était pas forcément les meilleurs, ils étaient simplement juste mieux lisibles par les modèles. Qu'est-ce qu'on entend par mieux lisibles? C'est que leurs contenus étaient plus structurés, plus explicites et plus faciles à interpréter pour les IA. Et c'est ce qu'on va vous montrer un peu plus tard avec Mathieu notamment. Le point clé aussi de cette slide que je veux mettre en avant, c'est ce fameux fossé de signal. Ce que j'ai dit, en fait, Nelta a une vraie valeur qui était reconnue par ses clients sur le terrain. Mais cette valeur, elle n'était pas du tout traduite dans les signaux exploitables pour les IA. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé pour rendre cela possible. Donc, ce que je veux que vous reteniez de cette slide, c'est que si votre expertise, elle n'est pas structurée pour les machines, elle n'existe tout simplement pas pour les réponses dans les LLM. Donc ça, c'était le travail initial qui avait été fait en octobre. Et suite à ça, on a fait, après cette phase d'observation, on a pu voir une évolution très nette de la visibilité de Nelta dans les moteurs de recherche. Donc, comment ça s'est traduit? On a mis en place des fondations géo qu'on va vous expliquer un peu après. Et donc, on a fait un bond important dans le volume de mentions. Je vous parlais de 4 mentions marginales. On est passé à 394 dans quasiment que
Gemini, pardon, et ChatGPT. Et du coup, Nelta est devenue, par rapport à ses concurrents, la deuxième marque la plus citée dans son écosystème. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est pas seulement d'apparaître, c'est comment on apparaît. Et là, si on regarde la position moyenne dans les réponses, on voit que Nelta est à 1,4. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand Nelta elle est citée, elle est presque toujours en tête des réponses. Laura le disait au début de ce webinaire, les LLM vont citer entre 2 à 4 marques maximum. Et là, du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que être positionné en tête, c'est un gain de pertinence perçu par les modèles qui va être énorme. Et ça, c'est la clé dans le GEO. Les IA, elles ne citent pas tout le monde, elles sélectionnent que quelques acteurs qu'elles jugent les plus fiables. Et donc, grâce à un travail de structuration très concret qu'on va voir juste après, on a pu créer cette valeur-là pour Nelta. Donc, on l'a rendu plus visible, plus lisible et exploitable pour les moteurs d'IA. Je laisse la main. Donc, voilà. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire et à mesurer de votre côté pour vos marques, c'est de mesurer la visibilité dans les LLM. Donc, essayez de faire des recherches pour voir comment on peut arriver à mesurer votre marque, quel est votre positionnement actuel, est-ce que vous apparaissez est-ce que vous n'apparaissez pas. Donc, c'est très simple, il suffit déjà de taper une première requête dans le ChatGPT maintenant sur votre marque et de voir si vous apparaissez ou pas. Ensuite, essayez de voir comment on peut structurer son contenu pour les IA, donc le rendre plus naturel dans son langage, moins marketing. Et ensuite, venir renforcer son autorité dans les différentes sources, et on va le voir juste après. Alors, il y a Stéphane qui pose une question. Est-ce qu'il y a des outils de mesure pour obtenir la vision à date du positionnement d'une marque? Super transition. Je laisse du coup la main à Mathieu. Merci. Merci pour cette question. Donc, oui, il y a des outils et Adaptive AI en a conçu un et on travaille en partenariat avec Aurea pour le rendre le plus pertinent possible pour le marché. Et en fait, la complémentarité de nos savoir-faire, nous, très technologiques et Aurea, très dans l'expertise commerce, a rendu notre outil, quand on travaille ensemble et de concert, très pertinent pour le e-commerce. Alors, donc, on va alterner entre un certain nombre de slides pour comprendre comment ce type d'outil fonctionne et puis quelques captures d'écran aussi de l'outil pour que vous voyez. Parce que l'idée, c'est vraiment de systématiser des études. Donc, d'abord, on a travaillé sur un indicateur qu'on a appelé la notoriété LLM, la LLM Awareness, qui se construit par rapport à son univers de concurrence. Et en fait, on l'a conçu comme les brand trackers classiques. Donc, peut-être que vous êtes abonné à des brand trackers auprès d'instituts comme Kantar, par exemple, mais beaucoup de marques ont ça. Et qu'est-ce qui ressort dans un brand tracker? C'est ce qu'on demande aux consommateurs. On leur dit, OK, citez-moi 3 marques. Quand je vous parle de tel sujet, quelles sont les marques qui vous viennent à l'esprit? Donc là, c'est exactement la même approche. On va voir les marques qui viennent à l'esprit des LLM en simulant des milliers et des milliers de questions potentielles d'utilisateurs sur les différents thèmes qui peuvent orienter des besoins qui peuvent être liés à des besoins de consommateurs. Et on va voir ce qui ressort en termes de un mix de rang d'apparition et de fréquence d'apparition, exactement comme dans les brand trackers classiques. Et ça, on l'a appelé la LLM Awareness. Donc, on a, à la fin, qu'est-ce qu'on a quand on fait tourner ça sur une marque? On a un scoring par rapport à tout un univers de concurrence sur toutes les dimensions de la marque. Par exemple, la composante prix avec une certaine typologie de produit, la composante perception qualité par rapport à une autre typologie de produit, etc. Donc, une très, très grande matrice de score. Et là, on va voir ensuite cette notoriété, est-ce qu'elle est positive ou négative? D'où la notion de LLM Positive Awareness que vous voyez en vert, parce qu'évidemment, on peut ressortir, mais de manière négative. Donc, on calcule les deux. Et associé à ça, associé à ces scores, à ces classements, on va faire ressortir le sentiment et le détail de ce qui construit l'opinion des modèles là-dessus. Donc, la notion, qu'est-ce qui construit la positivité, qu'est-ce qui construit la négativité. Donc, évidemment, tout ça, ça va orienter la façon dont un LLM, à la fin, amène un consommateur vers un produit. Puisque ça, c'est c'est issu de la connaissance du LLM. C'est le contenu extrait des réponses qu'il formule. Donc, quand on a tout ça, je ne sais pas, Laura, après, on peut regarder. Ici, on a un exemple. Donc, on est dans l'univers des bougies parfumées qui se vendent beaucoup en e-commerce. Donc là, on a un exemple où on voit que la marque qu'on étudie, si on regarde prix sur les large scented candles, là où il y a écrit not ranked en gris, on va voir d'emblée que la marque a un gros problème parce que
quand quelqu'un dit « je voudrais offrir une grande bougie parfumée, mais pas trop chère », eh ben, notre acteur ici, en l'occurrence Diptyque, pour ne pas le citer, ne ressort pas du tout. Et donc, ce type d'outil, il va permettre de pointer les points difficiles, les points durs, ceux pour lesquels il va falloir travailler, produire du contenu nouveau, etc. Et c'est aussi une combinaison de ce que les agents dans l'outil et l'expertise d'Auréa est capable d'avoir qui va nous permettre de produire tous les bons contenus pour contrer ces difficultés. Merci. Donc, ce qui est après la partie initiale, ce qui est important de voir, c'est la partie fondation technique, donc être IA ready, c'est-à-dire comment on fait pour réécrire le contenu qui est important pour notre marque, pour le rendre compréhensible par une IA. Donc, ça veut dire faire des phrases qui vont être plus explicites. On parlait tout à l'heure de langage naturel, d'avoir des concepts qui vont être bien définis et avec des structures qui sont claires et lisibles pour une IA. Ouais, il y a une petite question. Oui, on a Evelyne. Vous avez une question? Ouais, attendez, je vais me montrer comme ça, ce sera plus simple. Oui, j'ai une micro-question sur cette première partie avant de switcher sur la deuxième. Donc, cette étude-là, vous la faites sur les différents LLM ou juste sur ChatGPT? Vous faites une combinaison et du coup, vous faites une sous-lecture par truc? Enfin, c'est quoi le… Ouais. En fait, on le fait sur tous les modèles qui sont pertinents, qui sont utilisés sur un marché. Donc, en France, il y a 2 gros modèles utilisés qui représentent 93% des usages sur le grand public, qui sont ChatGPT et Gemini. Donc là, vous voyez l'étude, il y a écrit en haut OpenAI, donc c'est ChatGPT qui a été étudié. C'est pour ça que je voyais ça. Voilà. On le fait aussi sur Gemini. Sur des univers où Claude, par exemple, est très utilisé, en B2B, Claude est très utilisé. Quand on est dans une entreprise et qu'on cherche des fournisseurs, on sait que Claude monte en puissance. Donc là, on étudie aussi Claude. On peut intégrer Perplexity, on peut intégrer… Donc, selon les cas, on va élargir l'étude sur l'univers qui est le reflet de ce que les gens utilisent dans votre secteur. En gros, si on se dit que donc moi, je travaille pour le groupe Bollinger. Si on se dit, par exemple, sur telle maison du groupe, les 3 marchés clés, c'est ça, il y a une grosse part de B2B, nanana, ça veut donc dire que finalement, les 2-3 LLM qu'il faut regarder, c'est ça. En gros, c'est ça. Et là, vous allez combiner là-dessus et vous allez vous allez poser suffisamment vous allez suffisamment resserrer les questions pour qu'à un moment donné, on puisse faire comprendre les territoires sur lesquels la maison ressort ou pas. C'est ça? Exactement. Okay. En fait… Et en français et en anglais, du coup, vous faites les… Oui, on le fait dans la langue dans laquelle la personne s'exprimerait localement. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le marché local. Hein. Donc, si vous êtes en Allemagne, vous allez avoir des questions formulées en allemand par un utilisateur virtuel allemand qui va interroger ChatGPT Allemagne. Gemini… Parce que ChatGPT Allemagne ne donne pas les mêmes réponses que ChatGPT France. Ah d'accord, je pensais que c'était le même ChatGPT. Quand il est localisé en Allemagne, ne donnera pas les mêmes réponses que ChatGPT quand il est localisé. Donc, il faut faire une analyse quand même différenciée par marché. Okay, donc, on fait les analyses marché par marché. Ouais, tout à fait. Ok, merci. Donc, comme je le disais, sur la partie plus fondation technique, être IA ready, ce qui est intéressant pour vous, vos marques, vos entreprises à aller voir. Donc, il y a la partie, comme je le disais juste avant, la réécriture des contenus qui va être très important. Il y a aussi toute une partie d'accessibilité technique. Qu'est-ce qu'on entend par accessibilité technique? On va pouvoir avoir, pour vous donner un exemple, le robot.txt qui peut aujourd'hui avoir certains sites qui le bloquent et ce qui va empêcher les IA de crawler le site. Qui dit que votre site ne veut pas être crawlé, dit que vous allez être invisible. Même logique avec un fichier qui s'appelle le llm.txt qui est très à la mode en ce moment, qui est une couche en fait émergente mais qui est stratégique, qui permet en fait d'indiquer explicitement au modèle qui vous êtes, quelles pages sont importantes pour vous et quels contenus de votre site font autorité. Ça va être un peu la ligne directrice pour les LLM quand ils ne passent pas par la version visible du public, si je peux appeler ça comme ça. L'autre point critique, ça va être le rendering. Donc, les modèles, en fait, ils doivent pouvoir accéder à votre contenu sans JavaScript. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici sur la slide du SSR, du contenu qui va être directement lisible. Et ensuite, on a plein d'autres formes de balisage, donc le schéma.org, des données en JSON.md, qui en fait sont des structurations qui sont très facilement lisibles par les IA et qu'elles exploitent de façon assez directe et assez facilement. Même chose pour tout ce qui va être les éléments classiques du site web, avoir un bon balisage des H1, H2, des métadescriptions qui vont être encore une fois en langage naturel.
qui sont des points d'entrée pour comprendre rapidement votre contenu et qui sont essentiels à faire comme check. Et en fait, c'est ça le message clé de cette slide, c'est avant de rechercher à être visible, il faut être visible, il faut être lisible, accessible et structuré pour les machines. Et si une IA, elle n'arrive pas à lire votre contenu, elle ne peut pas vous citer, tout simplement. Donc, on a systématisé cette étude, puisqu'elle est extrêmement importante. Vous imaginez, c'est vraiment les robots qui viennent découvrir vos contenus pour recommander des produits. Donc, l'autorisation de ces robots, ça, c'est un point, c'est un peu le premier check à faire. Et en fait, on se rend compte à l'usage qu'il y a beaucoup de sites de marques qui ont oublié de faire ça. Et donc, le robot, vous voyez ici en bas, ChatGPT User, etc., il faut l'autoriser obligatoirement. Et à gauche, c'est exactement ce que on se décrivait. À gauche, on a un peu la checklist absolue. Et il y en a un qui est très important, qui s'appelle Content Parity, vous voyez sur le bas à gauche. En fait, c'est le fait que ce que le user voit est sur la même chose que ce que l'AI, que le robot d'IA voit. Et en fait, il y a beaucoup de cas où il y a des choses qui sont mises en œuvre dans le navigateur lui-même de l'utilisateur, qui sont des espèces de mises en forme de contenus finaux que l'IA ne voit pas. Et ça, c'est le problème numéro 1. Et quand on règle ces deux points-là, déjà, on fait un saut assez net dans la restitution que les LLM font de nos contenus. Oui, Stéphane. Excusez-moi, j'avais une question sur... moi, j'ai un site e-commerce avec des dizaines de milliers de références, j'ai à peu près 45 000. C'est quoi l'impact de ça par rapport aux recommandations que vous venez de faire? En fait, d'abord, il y a plusieurs choses. Maintenant, il y a des standards de catalogue découvrables par l'IA, donc UCP, ACP, je ne sais pas si vous avez vu ça déjà, qui sont en gros des façons pour des agents IA d'être dans la capacité d'interroger vos catalogues seuls. Donc ça, c'est quand on a des très gros catalogues, il faut avoir ça. Mais ça, c'est presque un autre sujet, parce que c'est de la découvrabilité par les agents dans des processus un peu différents de la simple réponse d'un chatbot. Mais je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais gardez en tête ces protocoles parce que c'est le nouveau standard. Par ailleurs, sur les fiches produits, etc., oui, en fait, vos fiches produits ils sont trouvables par le search. Les chatbots, ils déclenchent le web search très souvent quand on leur pose une question. Quand ils déclenchent le web search, ils arrivent sur des liens qui arrivent sur des fiches produits. Et donc, ces fiches produits, il faut, alors c'est des templates, il faut optimiser les templates pour qu'ils checkent ce qu'on se décrit là, à la fois techniquement et en termes de contenu. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le même sujet que ce qu'on a avec la Google Search Console? C'est-à-dire qu'on a un espèce de quota de pages crawlables et qu'à un moment donné, le robot s'en va avant d'avoir crawlé tout le site? En fait, le robot IA, il va pas crawler, il va pas apprendre. C'est quand même très différent du search. Il ne va pas apprendre sur toutes vos pages produits. Il va apprendre sur un certain nombre de pages qui résument et qui décrivent bien le contenu de votre site. Donc, il va d'où le LLM.txt que vous voyez en bas à gauche, qui est une espèce de description du contenu et des rubriques de votre site. Il ne va pas découvrir toutes les pages produits, parce que dans sa phase d'entraînement, il ne peut pas apprendre tous les produits de votre catalogue. Donc, il va aller sur les grands sujets de votre site. C'est après, quand il déclenche le web search, qu'il va compléter sa connaissance. Donc, il faut que sur son apprentissage, quand le modèle est entraîné, vous ayez des pages clés qui décrivent très bien, en gros, de quoi il s'agit, comment est organisé votre site, la valeur de vos produits, pourquoi ils sont meilleurs, etc. Comment ils sont organisés. Donc, ça, c'est un premier sujet sur l'entraînement. Et le deuxième sujet, c'est les fiches produits, où là, il va falloir que quand il déclenche son web search, il n'y aura pas plus de résultats que Google, en l'occurrence. Donc, pour répondre à votre question, non, il n'y aura pas plus de pages. Mais quand il arrive sur ces pages, il faut que lui, en tant que chatbot, en tant que web search différent de celui de Google, il les comprenne. Et c'est là qu'il faut les optimiser différemment. Merci. Oui, Céline, tu as une question? Yes, merci. Je me posais la question, je me disais que très certainement, la manière dont les personnes font des recherches sur les LLM est très différente d'un moteur de recherche classique, notamment sur la partie produit. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure, bon, j'imagine qu'on est toujours dans un système de mots-clés, quel impact ça a sur la manière dont on doit créer le contenu en fait sur les pages de nos sites? Oui. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être très...
conversationnel, enfin, vous voyez, dans le contenu en tant que tel, et même au-delà du produit, j'imagine, est-ce que c'est parler plus de la marque, enfin… Bah, c'est exactement la partie Ah bah qui c'est la vient. suite, parfait. Vous raconter, mais oui, c'est différent. On a une super équipe qui Merci pour toutes vos aujourd'hui. transitions à chaque fois, c'est parfait. Pour répondre à cette question, une fois qu'on a posé les fondations techniques, la deuxième étape, et ce qui est aussi le cœur du Géo, c'est évidemment le contenu. Donc il y a un changement effectivement fondamental à comprendre. On ne va plus rédiger pour des moteurs de recherche, mais pour des moteurs de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que les contenus doivent être plus conversationnels, explicites et directement exploitables pour une IA. En fait, il faut vraiment beaucoup plus mettre dans la peau du consommateur, se dire non pas qu'est-ce que j'ai envie de dire au consommateur, mais qu'est-ce que le consommateur va rechercher que je lui apporterai comme réponse. Donc, le premier point clé, c'est donc d'avoir du contenu qui doit être IA ready, donc clair, qui va être orienté usage ou orienté bénéfice. Ensuite, je t'invite à passer la page juste après. On a une structure systématique de l'information qu'on aime bien présenter. Alors évidemment, ça va dépendre de votre marque, de vos besoins, mais d'un point de vue global, voici comment on le présente. Donc l'idée, c'est de se dire une première partie qui va être problématique, une deuxième partie qui va être plus sur les bénéfices, ensuite la preuve et l'usage. Et on va aussi avoir un élément qui est très important, qui va être les snippets, donc qui sont de 50 à 150 mots, qui doivent être alignés sur des intentions précises. Et c'est ces blocs-là qui ont le plus de chances d'être cités par les LLM. Donc c'est là-dessus où le travail est très important à faire. Ensuite, si tu reviens juste avant, il y a aussi un levier qui est extrêmement puissant pour les IA, ce sont les FAQ. Mais pas que les FAQ SEO classiques comme on pouvait les avoir avant, mais des FAQ vraiment en langage naturel, avec aussi derrière un balisage. Tout à l'heure, je parlais de schéma.org, qui va être en fait la partie submergée de l'iceberg, qui est aussi tout aussi importante parce que le LLM, il peut très bien rentrer d'une façon, comme on le disait avec le search, donc comme un client le ferait, mais aussi d'un point de vue technique directement. Et c'est là où il y a un double enjeu avec ces FAQ-là à faire pour les modèles de LLM. Oui, je crois qu'il y a une question. Oui, Je vois pas. Evelyne. Ouais, désolé, j'ai pas compris le truc du balisage schéma org là. J'ai dit. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on écrit des FAQ d'un point de vue visible pour l'utilisateur, mais l'idée, c'est de faire le même travail d'un point de vue technique, les mêmes FAQ avec le même wording, mais d'un point de vue dans la sémantique du site. C'est-à-dire que sur la page… Pardon ? Dans le code. Oui, dans le code, c'est ça. Sur la page, dans le code, on va rajouter en fait cette balise schéma.org qui permet en fait de remettre le FAQ avec les questions. Et en fait, ça va permettre au LLM de pouvoir limite, entre guillemets, grossièrement, copier-coller la réponse que vous avez préécrite pour l'utiliser dans sa réponse derrière, pour l'utilisateur. Et ça renvoie du coup à la partie d'avant sur la lisibilité technique en fait. Absolument, absolument. Ok, d'accord, je viens de comprendre. En fait, voilà, c'est un double enjeu. Effectivement, il y a et la partie visible qui est très importante de l'avoir du coup non plus avec des mots-clés SEO, mais avec un langage naturel qui répond à des problèmes et des bénéfices de l'utilisateur, et aussi le doubler avec cette partie technique. Mhm. Ok. Voilà. Et ensuite, donc nous, ce qu'on montre juste ici également, c'est la scalabilité, pardon. Il est aussi très facile de pouvoir industrialiser une fois qu'on est à l'aise avec tous ces process, la production de contenu géo. Il y a des pipelines automatisés, donc que ce soit avec des outils que vous connaissez peut-être, N8N, Make ou Gumloop, pour créer en fait ces pages à grande échelle, comme le disait Mathieu tout à l'heure. Vous fonctionnez sûrement avec des templates de pages. Une fois que vous avez ce template qui est IA ready, c'est très facile à grande échelle de pouvoir l'aligner sur les intentions de l'utilisateur. Donc voilà, bon, ça on a déjà passé sur cet exemple. Et enfin, je voulais vous parler aussi de la partie local store. Aujourd'hui, la visibilité, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure dans les IA. En fait, elle va commencer par le local. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les moteurs conversationnels, aujourd'hui, ils répondent très souvent avec des intentions locales. Donc, on le disait, c'est justement sur la partie, ça marche pas pareil qu'on soit en France, en Allemagne ou autre, mais en fait, ça va aussi marcher même par région, par ville et par secteur. C'est-à-dire que quelqu'un qui va chercher, je cherche une agence bancaire à Lille, l'IA elle va pas lui répondre directement avec une réponse très large. Il va décomposer sa requête en plusieurs dimensions. C'est ce que vous avez en haut.
ça va être la proximité avec sa requête. Donc, par exemple, là, si on prend l'exemple d'une agence bancaire à Lille, on va avoir potentiellement les horaires qui peuvent être mis dans la requête de l'utilisateur, les avis et les services qui vont être proposés. Ensuite, elle va chercher de l'information dans différentes sources. Donc, c'est ce qu'on appelle les store locators. Elle peut aussi utiliser des annuaires, des comparateurs ou des sites spécialisés. Puis, elle va agréger tout ça pour produire une réponse unique. Et c'est ça que je veux dire concrètement, c'est que votre visibilité, en fait, elle dépend directement de vos données locales structurées. Et les chiffres sont assez clairs. Donc, selon des études qui ont été faites, dans la banque, il y a 39% des sources qui viennent des store locators. Dans l'assurance, on peut monter jusqu'à 75% et dans le retail, à 29%. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le local, ça va être aussi une source majeure pour les IA. Donc, ça devient une porte d'entrée dans les réponses des IA, mais ce n'est pas juste un point de vente. En fait, c'est une entité que les IA elles peuvent comprendre. Donc, il y a l'adresse, l'horaire, les services et les catégories, mais ça va être aussi une source de contenu. Il va pouvoir récupérer vos photos de plus en plus, des descriptions, des services et le point le plus important, les avis clients. Tout ce qui va permettre au modèle de comprendre ce que vous faites va être utilisé et agrégé dans sa réponse. Et surtout, ce qui est utilisé aussi dans les local stores, c'est le signal de confiance. Les avis, les notes et les mentions locales, ça va devenir des preuves sociales utilisées par les IA pour sélectionner les réponses. Et là, j'invite Mathieu à faire une transition à ce niveau-là. Ouais, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment dans nos outils de très très bien qualifier ce qui constitue les éléments de positivité et de négativité. Donc à la fois de manière thématique et puis détaillée aussi par mots-clés pour comprendre comment sa propre marque et ses concurrents, puisque l'outil travaille sur tout l'univers de concurrence. C'est-à-dire ce que vous avez sur votre marque comme analyse ultra détaillée, vous l'avez sur tous vos concurrents. Donc vous savez tout sur les points faibles et les points forts de vos concurrents. Donc on va essayer de compenser les points faibles que vous avez par rapport à vos concurrents, mais aussi de comprendre les points forts de force des concurrents pour essayer de comprendre ce qu'ils ont réussi et comment on peut s'en inspirer. Donc ici, sur une marque, on voit toujours diptyque, les points de force, etc., mais aussi coût, disponibilité, fragilité. Enfin, c'est des points assez durs qui ressortent de manière très importante sur le sujet. Donc si on avance, on voit qu'on a tout le détail en termes de mots-clés. Donc ça, c'est tout ce que pense le LLM, en l'occurrence, et qui communique au consommateur final. Et si on avance encore, alors je ne sais pas si on a tout de suite dans la partie source. Alors je vais te laisser en parler, Maxence, mais on va très bien, merci. On va ensuite comprendre comment cette opinion s'est forgée. Et en fait, cette opinion, comme je l'évoquais par rapport à la question de Stéphane, cette opinion, elle s'est fondée selon 2 critères. 1, l'entraînement. 2, la recherche instantanée. Et en fait, on va récupérer toutes les sources qui ont construit cette opinion, tous les liens, tous les sites internet sur lesquels, les pages en l'occurrence, sur lesquelles s'est appuyé le LLM pour construire cette opinion. Donc on voit que sur les bougies parfumées, pour construire son opinion sur Dior, il y a eu ces 3 pages-là. On voit le poids que ça représente dans l'ensemble de la réponse en l'occurrence. Et on voit que parfois c'est des sites de marque, parfois c'est des comparateurs, parfois c'est des sites d'avis clients. Par rapport au search Google, c'est totalement différent. Par rapport à un ranking de réponses Google, le poids des sites de marque, le poids des sites, je dirais, d'autorité, même Wikipédia, sont ultra importants. Aussi importants, Wikipédia, presque aussi important que Trustpilot. Donc, et en fait, donc on va voir comment cette opinion se forme. Et en regardant ce que font les concurrents, etc., en regardant ce qu'on fait nous, ce qu'on fait mal, on va ajuster en regardant le contenu des concurrents. Et ça, on va demander à un agent IA, j'en parlerai après, mais on va demander à un agent IA de nous faire tout ce travail d'analyse parce que c'est long, il y a beaucoup de choses à explorer. Et donc, on va creuser ça en profondeur, mais on y reviendra après. Je reprends juste un petit mot là-dessus sur cette effectivement partie de confiance et d'autorité. On l'a vu juste avant, les preuves sociales et ce que Mathieu a dit. Elles sont énormément utilisées pour les IA pour sélectionner leurs réponses et donc faire apparaître ou non votre marque. Et du coup, comme l'a dit Mathieu, le GEO ne se joue pas uniquement sur votre site corporate, il va se jouer dans tout votre écosystème, donc local et externe. Et en fait, au final, une marque avec 100 points différents de sortie, donc que ce soit sur Reddit, sur LinkedIn, une page Wikipédia, c'est potentiellement 100 points d'entrée dans les réponses des IA. Là, ce que vous avez sur votre droite, c'est une étude de SEMrush qui a été sortie en octobre 2025 sur justement les domaines les plus cités dans les LLM au niveau mondial. Donc, on voit qu'effectivement, Reddit
est numéro 1, avec LinkedIn en second, Wikipédia, YouTube, qui apparaît. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, les photos et les vidéos vont être de plus en plus utilisées par les IA pour répondre à des requêtes. Et donc, je voulais juste faire cette petite aparté pour montrer l'importance d'aller au-delà de votre marque corporate, au-delà de vos local stores, mais d'aller aussi chercher des sources d'autorité externes. Oui, Evelyne? Ouais, excusez-moi. Je suis un peu étonnée sur les sources d'autorité. En fait, je vois jamais la presse. Et du coup, je suis étonnée parce Ouais. que, voilà. Mais je comprends très Quel est bien. le rôle, par exemple, dans Le Monde, dans Figaro, Les Échos, machin. La RVF, je pense pas, mais voilà. Alors, votre question est particulièrement juste, et en l'occurrence, c'est dans cet exemple-là que vous ne le voyez pas, mais en l'occurrence, les sites de presse remontent énormément dans les réponses des LLM. Donc oui, vous avez tout à fait raison, ils sont très importants. Les publis remontent, les articles évidemment, mais si vous faites des publis remontent, pas les pubs, je précise bien, mais tous les publis et tous les partenariats de contenu, etc., sont très importants. Alors là, c'est pas le cas parce qu'on a un exemple très particulier qui sont les bougies parfumées sur un axe plutôt prix, enfin peu importe, c'est cet exemple-là qui n'illustre pas ça, mais on le voit de manière très forte globalement. En gros, si on fait une espèce de taxonomie des sites, il y a les sites de marques qui ont un poids très significatif, les sites d'autorité de la catégorie, je dirais là, les avis clients, les comparateurs, etc. Les sites très institutionnels référents comme la presse ou Wikipédia, ça c'est les 3 grands blocs qui, contrairement à Google, où c'est vraiment les comparateurs, les retailers qui sont loin devant, tout ça, là, les 3 grands blocs, ils sont à égalité. C'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Donc, très, très différent. Donc, il y a à nouveau un intérêt à retravailler les publis avec les partenaires presse. Et sur, pardon, je suis vraiment pas très douée là-dessus. Sur Google, donc sur le SEO classique, c'était donc un système de mots-clés, mais moi je pensais que quand même notre site avait du poids là-dessus, non? Pas du tout? Votre site, il a du poids, mais il est moins son poids, son PageRank, donc son poids d'intérêt, on va dire, pour Google, est moindre que des sites de comparateurs de prix qui ont un trafic considérable, qui sont des références absolues pour Google pour construire. Et en fait, c'est ça le problème. Et là, et la presse, pareil, c'était moins important que dans le GEO. Ah oui, et Google favorise très très peu la presse dans le commerce, par exemple. Alors qu'un LLM, lui, il regarde que la pertinence du contenu. Donc, s'il y a un article qui parle en profondeur d'un produit, qui répond bien aux questions qu'on se pose sur un produit, pour lui, il va être tout aussi important qu'un comparateur ou qu'un avis client sur Trustpilot, etc. C'est la pertinence de ce qui est décrit et la précision de ce qui est décrit. D'accord. Donc, optimiser pour Google est très différent, même si techniquement, il y a des techniques comparables, mais en termes de nature de contenu, très différent que d'optimiser pour les LLM. D'accord. Mathieu, on a une question de Stéphane qui demande si c'est vrai autant pour les marques fabricants que pour les marques plus type e-commerce, player, marketplace. Alors pour un retailer, c'est vrai que c'est différent. Mais à un moment, il faut si vous vendez les mêmes produits qu'un autre retailer, il va falloir qu'à un moment, la destination soit plutôt chez vous. Si la clé d'entrée, si le besoin exprimé par l'utilisateur final, c'est un produit, c'est un choix de produit, en général, c'est plutôt ça, c'est pas un choix de retailer, c'est un choix de produit. À la fin, il faut que ça arrive chez vous. Donc, il faut qu'il y ait une préférence du retailer. Donc, toute la question, ça va être comment, sur toutes les catégories, je suis un retailer qui est préféré. Donc, il va falloir que j'ai probablement du contenu catégorie que les LLM comprennent, par exemple, et que les autres retailers n'ont pas. Même voir des contenus vraiment ligne de produit dans la catégorie. Et c'est ça, l'enjeu, il est différent, c'est vraiment très différent de la marque. Mais c'est comme ça que ça se joue. Parfait, merci beaucoup. Pardon, mais du coup, j'en profite, puisqu'on parle un peu des secteurs et des catégories. En fait, il y avait toute cette dimension un peu problème-solution dans la rédaction des contenus, très pratico-pratique, concrète, voilà, j'ai un besoin, voilà. Ça me paraît assez clair pour de la lessive. J'ai un peu plus de mal à projeter ça sur du luxe.
Je peux vous raconter l'exemple, puisqu'on était sur Diptyque, c'est celui de Diptyque. En fait, Diptyque, c'est une marque qui se positionne très très haut, hein, qui a un narratif de marque très. Et ça a été et c'est la réussite, c'est un succès mondial extraordinaire, Diptyque. Mais dans l'univers des LLM, ils se sont rendus compte que sur plein d'items, ils ont démarré il y a à peu près 6 mois. Ils n'étaient pas forcément très très bien perçus par les LLM sur tous les critères de choix pour un utilisateur. Et en gros, il a fallu qu'ils disent que la longueur de la mèche dans la bougie, elle est pensée pour que la bougie dure très longtemps, etc. Il a fallu expliquer comment alors je sais plus exactement comment la cire fait pour se consumer tout en en ayant une durée de vie très longue, etc. Parce que bien qu'on soit une marque de luxe, bien qu'on soit, etc., il y a des critères de qualité. Le luxe, c'est aussi de la qualité. Il y a des critères de qualité objectifs que les concurrents mettaient en avant et que Diptyque ne mettait pas en avant et qu'il a fallu renforcer. Ce n'est pas incompatible du tout. Ils ont trouvé la façon de le dire. Voilà. Oui, je vois. Oui, oui, d'accord. Oui, ça va être plus des marqueurs, je vois, de style, etc., qu'on recherche plutôt qu'un problème basique, je vois. Je pense au champagne, mais oui, oui. Oui, je pense au champagne. Ou, oui, à la finesse de la bulle, des conneries comme ça. Alors, qui reprend parmi nous? C'est Maxence, c'est ça, hein, je crois. À toi. Non, c'était à toi, oui. Ah, c'était à moi, pardon. Alors, donc, maintenant, c'est vrai qu'il y a un enjeu de piloter dans la durée, parce que observer, monitorer, se rendre compte qu'on a des problèmes, c'est une première étape. Ensuite, il faut avoir des plans d'action, les mettre en place et suivre l'impact de ces plans d'action. Donc, si on regarde le slide d'après, on voit ici qu'on va suivre d'une période à l'autre. Là, ici, on a le top 10 à droite d'une catégorie. On voit comment les positions sur la période étudiée précédemment, donc le mois précédent, comment les positions se sont redistribuées d'une étape à l'autre. Donc là, on voit qu'on a un nouvel entrant, par exemple, Woodwick, qui vient et qui tout d'un coup a une notoriété extraordinaire dans la catégorie, passe numéro 2, alors qu'il était de mémoire 35e. Donc voilà. Donc, tout ça, il va falloir le suivre, le comprendre. Donc la vision dynamique des choses, elle est très importante pour comprendre si on fait bien ou pas les choses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, là, on est un peu moins dans la vision dynamique, mais on voulait vous dire un mot là-dessus, parce que c'est quand même très intéressant. On a réussi à intégrer, en travaillant avec Auréa ensemble, à une façon de décrypter la façon dont les chatbots transforment une query utilisateur exprimée comme un besoin. Et par rapport à une des questions qui était posée tout à l'heure, vous disiez, est-ce que finalement, les gens ne disent pas les choses autrement? Ben oui, ils disent les choses autrement. Ils formulent un besoin. Et en fait, ce besoin, il est transformé par, ici, ChatGPT, dans cet exemple, en mots-clés pour son moteur de recherche interne. Parce qu'il déclenche de temps en temps le web search, comme vous le savez, et quand tu fais un web search, il a besoin de mots-clés. Donc, vous voyez ici comment une phrase d'utilisateur « Je vais offrir une grande bougie parfumée, quelles sont les bonnes marques ?» comment il y a toute une série de queries sur son web search interne avec des mots-clés qui sont déclenchés. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous donne les mots-clés sur lesquels il faut optimiser, qui ne sont pas les mêmes mots-clés que Google de manière classique. Donc avoir ça dans l'outil, c'est un très gros avantage. Après, ce que vous observez aussi, c'est que bien qu'on ait posé une question catégorielle, quelles sont les bougies parfumées, si tu remontes juste sur le racisme, s'il te plaît, sur le slide d'avant, on pose une question catégorielle. Je vais offrir une grande bougie parfumée. Donc là, c'est la catégorie bougie parfumée. Vous voyez que dans les mots-clés du chatbot, il y a écrit Diptyque, il y a écrit d'autres marques, je ne sais plus lesquelles, etc. Ça, c'est des marques que lui a appris dans ses données d'entraînement et qui sont pour lui des référents du secteur. Et en fait, tout l'enjeu pour une marque, c'est d'être là. C'est d'être dans la connaissance d'entraînement du modèle pour qu'il complète avec les mots-clés de votre marque, donc Stéphane, de votre retailer, des questions qui seraient des questions comme exprimées à partir de besoins catégoriels. Et une fois qu'on a ça, et ça c'est le slide d'après, donc là on rentre dans un truc un peu plus concret, mais j'espère que c'est intéressant pour vous. Ici on voit, on a réussi à récupérer exactement ce que renvoie le moteur de recherche interne de ChatGPT à ChatGPT lui-même. Vous
voyez qu'il a transformé une page ici produit en Markdown. Vous voyez, c'est ce langage texte avec les dièses. Et là, on arrive du coup à voir exactement ce qu'il comprend de votre page. Et donc, le gap entre ce qu'il a lu de votre page et la réalité de votre page. En fait, on se rend compte qu'il y a des gaps très souvent importants parce que les pages sont mal structurées. Par exemple, tout simplement, les headings H1, H2, etc. Et donc ensuite, slide suivant, Laura, et après, j'en aurai fini avec cet exemple. Et après, on a donc un système d'agent IA automatique qui va voir la page en question et qui compare ce que ChatGPT a vu de la page qu'il a reçue de son moteur de recherche interne avec la réalité de votre page et qui vous dit, voilà tout ce qui n'est pas compris. Donc, sur une fiche produit, voilà tout ce qu'il faut changer, optimiser techniquement en termes de contenu pour que ça marche. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce de petite science de la compréhension du décryptage de tout ça, mais qu'à la fin, tous ces diagnostics, ça ne reste pas du diagnostic, ça reste de l'action concrète de voilà ce qu'il faut changer pour que ça impacte. Oui, Evelyne? Désolée, j'en pose beaucoup, mais c'est vraiment des questions cons. En fait, le concept même de connaître les queries, d'avoir un peu la liste des types de queries des consos sur un marché donné, je trouve qu'en soi, c'est une donnée hyper intéressante puisque ça permet de comprendre comment, des besoins consommateurs et ça, en fait, c'est une étude à part. Enfin, comment vous… Alors, en gros, ce qu'on fait, c'est que il y a des études qui sont des études ethno, d'observation des consommateurs sur leur poste. Donc là, nous, on travaille avec des instituts d'études qui font ça très, très bien sur un secteur, qui peuvent vraiment vous faire une vraie ethnographie très… Ils ont des systèmes installés sur les ordinateurs des gens qui regardent comment ils cherchent, etc. Bon, ça, c'est une option. L'autre option, c'est de générer une très, très, très grande quantité de queries et de s'assurer que sur un échantillon extrêmement large, vous ressortez toujours très, très bien, de manière à couvrir un champ. Parce que vous êtes sur des secteurs sur lesquels il y a plus ou moins de demandes, plus ou moins pointues. Là, en l'occurrence, le secteur du champagne. Et en l'occurrence, je pense qu'il est plus pertinent d'avoir la démarche de je fais un énorme maillage et je crée énormément de queries possibles de manière à screener complètement l'ensemble des axes sur lesquels les utilisateurs peuvent s'interroger. C'est pas une donnée qui est facilement accessible de juste connaître les top queries dans le monde du champagne. Non, ça n'existe pas. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est soit par étude, soit il faut taper très large. Ok. Pardon. Alors, du coup, si on conclut, parce qu'on arrive doucement mais sûrement à la fin de ce webinaire, en fait, on va vous partager… alors on va vous envoyer, parce qu'on ne peut pas le partager dans la conversation, on va vous envoyer par email là, cet après-midi un PDF avec une petite checklist qui va vous permettre en fait d'avoir un résumé de toutes les actions en fait qu'on a pu vous présenter lors de ce webinaire à prévoir et à faire si vous souhaitez avoir un impact sur la façon dont votre marque remonte dans les LLM. Donc ça, on va vous l'envoyer très vite. Et on voulait finir par vous présenter donc en avant-première, c'est un petit outil qu'on a lancé sur Auréa, oui, vas-y, tu peux reprendre la main, Maxence. Donc pareil, en fait, on vous enverra le lien là dans très peu de temps en early adopter. Ça partage? Non, je vois pas. Si, peut-être. Pardon, excusez-moi, je vois pas ce que je partage, mais voilà. Et donc, en fait, c'est un outil qui permet de vous donner un score sur votre agentique commerce readiness. Donc, en gros, est-ce que votre site et votre marque est déjà prêt pour le commerce de demain? Et ça vous permet, donc, ça se base en fait sur quatre piliers. Donc, un pilier plus visibilité, discovery. Donc, est-ce que l'IA voit votre marque et comprend vos contenus? Un pilier plus commerce et transactionnel. Donc, est-ce que l'IA est en capacité de prendre l'action sur votre site et d'acheter dans un futur proche? Un pilier brand control. Donc, est-ce que votre marque peut influencer la décision de l'IA?
et une partie sur votre maturité organisationnelle. Donc, est-ce que votre entreprise est capable d'exploiter ce nouveau canal? Et donc là, vous avez la démo en live. Il y a quelques questions à la fin à remplir. Et donc, vous arrivez donc sur la fin avec un score. Le détail en fait des piliers. Donc ça c'est totalement gratuit. Ce sera disponible bientôt à tout le monde sur notre site et on vous l'enverra donc comme je vous le disais dans quelques temps, dans 1 ou 2 jours, pour que vous puissiez faire l'essai. Ça s'appelle comment cet outil? Pardon, j'ai Alors, raté. c'est un outil qu'on a déployé sur notre site. Donc, c'est l'Agentic Commerce Readiness. Donc, le score en fait de maturité d'Agentic Commerce de votre site. Et donc, il sera bientôt disponible sur aurea.fr, ouvert à tout le monde. Et donc, on vous enverra l'URL très prochainement. Et ça inclut un diagnostic de comment on remonte dans les LLM ou pas? J'ai pas. Ça donne une première vision, en fait. Donc, c'est l'avant phase de tout ce qu'on vous a présenté là jusqu'à maintenant. Ok. Ça vous donne déjà une petite indication, en fait, sur est-ce que, par exemple, votre site a bien un sitemap, est-ce qu'il y a bien un robot TXT, est-ce qu'il y a bien un LLM.txt. Voilà, c'est un pré-audit qui vous donne déjà quelques informations, en fait, sur comment se positionne votre site et quelques premiers quick wins. Ça vous permet voilà, de commencer à réfléchir à votre roadmap et aux actions futures à mettre en place. Okay. Voilà pour nous. Ce webinaire prend fin, touche à sa fin.